De toute façon, si vous dites des conneries, je vais avaler votre âme. Voilà, ok. Ok. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui cultive depuis bien longtemps déjà un certain mauvais esprit quand on vient tripatouiller avec un peu trop de vigueur les icônes de son imaginaire, aussi avec un sens du contre-pied rare. Nous allons profiter de la sortie au cinéma de Spider-Man Homecoming pour vous parler de Sam Raimi, et oui, celui qui a réussi à ne pas se prendre les pieds dans le mythe lorsqu'il s'est agi d'adapter au cinéma les aventures de l'araignée. On va remonter le fil de sa filmographie qui nous passionne bien plus, soyons honnêtes, que les marveleries à la chaîne. On va faire ça avec les 4 tisseurs de la critique réunis ici à l'antenne Paris. Yannick Dahan, salut Yannick. Salut. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Alexandre Arvo, salut Alex. Salut Thomas. Et David Honora, salut David. Salut Thomas. C'est Nos Ciné, épisode 93 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Alors je vous rassure, on a quand même traité Spider-Man Homecoming dans Nos Ciné. Je vous renvoie à notre extra ball qui lui est consacré, qu'on a enregistré avec le camarade Julien Dupuis. Voilà, comme ça c'est fait, on peut passer aux choses sérieuses. I have seen the dark shadows moving in the woods, and I have no doubt that whatever I have resurrected through this book is sure to come calling for me. Alors vous aurez peut-être reconnu ce petit extrait d'Evil Dead, je prononce bien Stéphane, ça Evil va Dead. Evil Dead, voilà, premier du nom. Premier vrai long métrage aussi de Sam Raimi, sorti en 81, entré depuis dans notre petit panthéon personnel. Alors il avait réalisé quelques courts-métrages avant, ainsi que It's Murder, qui était un premier film encore assez amateur. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Stéphane, je parle sous ton contrôle. Avant de se lancer pour de bon avec son camarade de toujours. On se demande déjà à quoi on sert. À quoi on sert, ouais, non mais je sais. Hein. Avant de se lancer donc, Sam Raimi pour de bon avec son camarade de toujours, Bruce Campbell, à qui il offre le rôle de sa vie, celui du légendaire Ash Williams. C'est pas mal comme point de départ pour aborder la filmo de Sam Raimi. Qui va se lancer en premier? Est-ce que c'est Stéphane? Je ne sais pas, peut-être Alexandre. Allez Alexandre, c'est toi qui commence. Allez, j'ai la chance, putain. Sam Raimi. Tout le monde a peur. Non, Pas toi. Non, mais Non, parce qu'il faut préciser que c'est pas la maison du bonheur ici. Donc le premier qui move de travers sur Sam Raimi. Okay. il y a une énorme pression autour de cette table. Il y a une énorme pression sur cette table. Non, mais Le regard a Ce changé, qui qui est font en un peu dessous de peur. génie, c'est une claque. Ah ouais, donc je vais pas parler de Oz et de. Bon, bref. Non, Sam Raimi, je pense que chacun a sa petite histoire de sa découverte avec la filmographie du monsieur. Moi, c'est vrai que lisant pas mal de revues sur le ciné fantastique depuis que j'étais gamin, je voyais beaucoup de références à The Evil Dead très régulièrement, et donc c'est tout naturellement que j'ai chopé la VHS au vidéoclub du coin pour un Halloween quelconque. Et où j'ai pris une claque assez monumentale. Je l'ai vu après quand il est ressorti en salle quelques années plus tard, et ça reste à ce jour un de mes films préférés. C'est un des rares films aussi où on peut dire que la suite est quasi mieux que le premier, vague remake, auto-remake, je sais pas trop comment le qualifier. La trilogie Evil Dead, c'est quand même une sorte de pierre marquante de la filmographie de chacun. Après, sa filmographie est remplie de pépites, parfois de déceptions, mais en tout cas de propositions toutes plus intéressantes les unes que les autres. Mais c'est vrai que c'est la raison pour laquelle on a fait cette émission, c'est la sortie de Spider-Man. Oui. Et cette trilogie-là de Spider-Man, c'est quelque chose qui, de manière tout simplement très personnel, me touche énormément parce que ça s'est sorti en 2002 si je ne m'abuse, le premier Spider-Man, et ça correspond pour moi, c'est l'année du bac, donc c'est la séance que je vais voir avec les camarades du lycée après avoir passé une épreuve du bac au cinéma du coin. C'est un film qui pour moi marque les débuts de cette cinéphilie 2.0 qu'on a maintenant. On est hyper habitué à voir les trailers des mois à l'avance, à cliquer sur les bandes annonces et tout. Au tout début des années 2000, ça existait déjà, mais c'était hyper balbutiant. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Dailymotion, il n'y avait pas Twitter, et je me rappelle très bien, j'ai un souvenir très précis, un an avant la sortie du film, d'avoir passé je crois 45 minutes sur un ordinateur pourri avec un modem 56K à attendre que la bande-annonce se télécharge dans une petite fenêtre ridicule en QuickTime tout pourri, et c'était juste pour voir cette bande-annonce que j'ai revue depuis des dizaines de fois, et le 11 septembre 2001, quand l'attentat des tours jumelles de New York arrive, je me souviens que la première grosse réaction de connard, il y a la prescription maintenant donc je peux le dire, ça a été « Ah merde, ils vont couper le film !» Parce qu'évidemment dans la bande-annonce on voyait ce plan merveilleux à la fin sur les Twin Towers entre lesquels Spider-Man avait tissé sa toile, et donc première réaction à l'attentat du 11 septembre, c'est merde, ils vont couper Spider-Man. Mais donc voilà, c'est une trilogie qui juste après d'autres films comme Blade ou X-Men,
a propulsé pour le pire comme pour le meilleur le film de genre de super-héros et encore aujourd'hui je pense que le deuxième, le Spider-Man 2, reste un petit peu dans mon panthéon personnel des films popcorn, mais qui sont bien plus que popcorn, c'est foie gras, caviar et tout tutti quanti. David. Oui, commençons par parler un petit peu de Spider-Man. Et effectivement, et en fait, je le réalisais pendant que Alex en parlait. C'est des films qu'on comptait pour moi, où j'ai à peu près le même âge qu'Alexandre, et qui, je me souviens très bien, où j'ai vu chacun des 3 volets de Spider-Man, même à quel moment. Je me souviens que le Spider-Man 3 est sorti un 1er mai dans l'entre-deux tours entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. C'est exact. Je ne sais pas si vous avez je m'en souviens souvenir. aussi. Et du coup, en fait, enfin voilà, on plaisantait avant le début de l'émission en disant qu'on est un peu les vieux cons qui réagissent sur les Marvel et compagnie en disant c'était mieux avant tout le temps. Mais effectivement, pour nous, ça représente à la fois des films qui nous ont fait rêver sur l'univers des super-héros, et aussi le début de quelque chose, parce que pour des raisons aussi techniques, en fait, au moment de la sortie du premier Spider-Man, on pouvait se dire que c'était impossible de faire ça au cinéma. Donc, au-delà de tout ce que Sam Raimi, en tant que réalisateur, a apporté, et ce qu'il y a d'extraordinaire dans Spider-Man, c'est pas que dans les scènes d'action, et c'est aussi dans la manière dont il construit ses personnages, c'est aussi la manière dont il fait sa mise en scène, et même, enfin voilà, une scène de baiser devient une des plus mémorables de l'histoire du cinéma dans le premier opus. C'est aussi un changement de paradigme technologique qui fait que d'un coup, on va pouvoir raconter des histoires qui étaient vraiment impossibles à raconter jusque-là, ou qui auraient été ridicules, qui auraient été un mec en pyjama, vraiment le personnage de Spider-Man, je vois pas comment avant ce film-là, on pouvait le raconter au cinéma. Et du coup, c'est des films qu'on comptait, qu'on construit un peu, en tout cas mon imaginaire, dont je me suis pas forcément rendu compte à l'époque où je découvrais les films, à quel point, d'un point de vue cinématographique, il y avait une richesse. Et puis c'est en fait, on va avoir un peu le temps de développer la filmo de Sam Raimi, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage hyper riche qui a commencé le cinéma vraiment très très jeune, qui est arrivé avec un bagage et des idées visuelles extraordinaires, qui est pote avec les frères Cohen, on va le voir, on comptait dans sa filmo. Je crois que Joel Cohen est monteur en partie sur Evil Dead. Il a coécrit Le Grand Saut, qui est leur film un peu méconnu, mais parmi les meilleurs. Enfin, tous leurs films sont excellents. Et puis, en fait, il y a je pense, deux grandes phases dans sa carrière. Une première partie qui je dirais beaucoup dans l'expérimental, dans la recherche esthétique, et dans une capacité, mais vraiment dès le premier film, à aller foutre la caméra à des endroits où personne avait eu l'idée de la mettre. Et puis derrière, un vrai talent de metteur en scène qui permet du coup de raconter des histoires, de construire des personnages auxquels on s'attache énormément, parce que il y a une foi dans ce qui est raconté, et il y a une maîtrise de la manière de faire passer ce qu'on a à dire qui est au top niveau. Yannick? Je pense que j'ai dit beaucoup de choses qui sont très très justes, donc je ne vais pas refaire un truc général sur Sam Raimi. Moi je ne vais pas attaquer sur Spider-Man, on en reparlera après, mais juste pour compléter ce que tu viens de dire, pour moi qui suis encore plus vieux que leur génération, si tu veux. Tu passais pas ton bac en 2002, voilà, on le sait tous, Yannick. C'est pas on a découvert un peu sur le tard. Nous on l'a, je pense Steph et moi en tout cas vécu vraiment au cinéma assez rapidement et dès le début. Et il faut juste rappeler que Sam Raimi sort dans un contexte où il n'est pas le seul, où en réalité il y a toute une frange de jeunes réalisateurs. Tiens, on est quand même dans la bascule du cinéma des années 70, début des années 80, bascule qu'on connaît, on va pas revenir sur Star Wars et tout ce que tu veux. Mais tout d'un coup, il y a eu des gars, des passionnés de cinoche qui ont commencé à fait de briques et de broc des films. Enfin, je veux dire, c'est sa période
période à lui, c'est la période des frères Coen, c'est peu de temps après la période de Peter Jackson qui a fait son Evil Dead à lui aussi, si tu veux, et c'était assez fondamental parce que aujourd'hui, ces types qui ont posé les standards de ce que sont les grands films populaires aujourd'hui auxquels on se réfère encore, que ce soit Le Seigneur des Anneaux d'un côté, que ce soit Spider-Man, et même pour les frères Coen, il n'y a même pas besoin de le dire, c'est-à-dire qu'ils ont un tel univers que ça a impacté toute l'industrie. Ces types-là, et ça, c'est tout con de le dire, mais ces mecs-là faisaient du cinoche. Ils faisaient du cinoche. Ils avaient une caméra, ils avaient que dalle, et ils se sont dit, on a un langage, on va en exploser les règles, on va en dynamiter les règles, on va s'amuser avec, on va essayer de proposer des choses nouvelles. Le premier Evil Dead, c'est vrai qu'on cite toujours le deuxième, qui est complètement hystérique en termes de mise en scène, mais dès le premier, il y a des idées de plomb et même des fabrications de plomb, où encore aujourd'hui, on peut se dire, putain, merde, comment il s'est démerdé pour faire un truc pareil. Et ça, c'est fondamental. Il y a ce côté... toute une génération de pionniers, entre guillemets, pionniers du blockbuster d'aujourd'hui, si tu veux, mais en tout cas artisans du cinéma, comme on a pu en connaître avant, qui sont arrivés, qui ont chamboulé toutes les règles. Le rapport que tu disais, je finirai là-dessus, on parlera, j'imagine, plus en détail du reste, mais c'est assez génial de voir, comme on l'a souvent entendu sur Roger Avary et Tarantino, de voir les Coen et Sam Raimi se piller mutuellement, que ce soit avec Mort sur le Grill, que ce soit avec Miller's Crossing, que ce soit avec tous ces films où l'un apparaît, l'autre est là et tout ce que tu veux, ça a joué un rôle fondamental. Je voulais dire un autre truc. Arizona Junior, évidemment, on voit toute l'influence Sam Raimi. Après, il y a un truc sur lequel je pense que Steph rebondira et qui et on sera peut-être pas d'accord, mais il sait mieux que moi. Probablement qui est Sam Raimi, la personne. Moi, je le regarde de l'extérieur à travers ses films et j'ai quand même l'impression d'un mec qui sait, parce qu'il est fou, Sam Raimi. Je veux dire, le burlesque de tous ces films, l'hystérie de beaucoup de ces films, même dans le premier Spider-Man, même dans le deuxième Spider-Man, on sent que malgré toutes les contraintes de prod, le mec il veut faire sa scène d'horreur light, mais il veut la faire. Et son délire visuel, il veut le faire. La scène du train dans Spider-Man 2 reste probablement la scène d'action dans un Marvel la mieux réalisée encore aujourd'hui. Et la mieux découpée qu'on ait pu voir. Mais le type est aussi en roublard, je pense. C'est-à-dire que, mais roublard dans le bon sens. C'est le mec qui a peut-être plus vite compris que d'autres, en tout cas de la même manière que Peter Jackson, qu'à un moment donné, s'il voulait faire carrière, il allait devoir mettre un peu de l'eau dans son vin, arrondir les angles, jouer de diplomatie ou des choses comme ça. C'est à la dure, ça. Peut-être à la dure, ça c'est peut-être fait à la dure, je sais pas. Et alors ça a donné des films que moi je considère un peu moins intéressants. C'est vrai qu'un Plan Sem que j'aime bien est tellement sous influence Coen qu'au bout d'un moment j'avais envie que ça soit les frères Coen qui le réalisent. Si tu veux, par contre, il a fait, et c'est pas étonnant qu'il y ait Spider-Man juste après, il a fait pour moi ce qui reste probablement un des meilleurs films de sa carrière, c'est Intuition, qui tout d'un coup, presque plus tôt que les frères Coen qui ont lâché un petit peu la nécessité de montrer qu'ils étaient extrêmement intelligents, extrêmement visuels et tout ce que tu veux, et c'est arrivé sur le tard, Sam Raimi a très vite compris que les personnages, que l'émotion, que la construction psychologique des personnages, c'est ce qui allait le faire évoluer. Et ça, il le fait dans ce film-là de manière absolument magnifique. Stéphane, allez, c'est parti. Allez, Stéphane. Le grand gag ici pour les gens qui suivent pas forcément, c'est que Sam Raimi c'est peut-être mon top 3 parmi les réalisateurs préférés et j'ai effectivement grandi avec, quoi. Le truc qu'il faut expliquer peut-être sur la qualité éventuellement d'Evil Dead en premier lieu, c'est que on parle d'un film d'horreur qui a été monté avec des capitaux privés où ils sont allés chercher tous les dentistes de la région, les hommes d'affaires de la région pour essayer de montrer un film en fait, et toute l'idée derrière le film c'était de faire un film d'horreur non pas parce que Sam Raimi est forcément fan de films d'horreur à la base, mais parce que c'était le genre à la mode à l'époque. Donc en fait ils avaient fait ce petit cours qui s'appelait Within the Woods, quoi, qui est moi je trouve le pendant un peu raté d'Evil Dead justement, en fait, où moi j'aurais vu ça, j'aurais pas forcément cru que le type allait faire Evil Dead derrière, voilà. Mais le truc c'est que donc ils ont réuni je crois un budget de 400 000 €, un truc comme ça, et ils sont partis dans les bois, et effectivement c'est de l'expérimentation. L'expérimentation chez Sam Raimi, c'est en gros il y a deux mamelles importantes. T'as Hitchcock d'un côté, qui est son maître à penser en termes de mise en scène stricte pure, et bon je pense que c'est un peu, pour ceux qui s'intéressent à la mise en scène, c'est quand même un peu le maître, quoi. Et à côté de ça il y a et c'est là où c'est pas forcément
complémentaire, enfin c'est complémentaire dans le cas de Sam Raimi, mais ça n'est pas forcément évident. C'est le slapstick en fait. Les Trois Stooges, Tex Avery, Chuck Jones, voilà, Chuck Jones, etc. Et en fait, c'est clairement des citations spécifiques en fait qu'il a mélangées. Et du coup, en fait, le truc, c'est pas seulement, comme tu disais, David, qu'une question de mettre la caméra dans des endroits improbables, c'est qu'en fait, la caméra, elle existe comme un personnage à part entière dans le film. C'est-à-dire qu'avant de développer tous les autres persos des films, il en développe un spécifiquement, c'est la caméra, parce que la caméra, c'est le spectateur. Et donc, la logique, en fait, de Sam Raimi, elle est là, en fait. C'est-à-dire que tous les trucs de mise en scène que tu peux aujourd'hui, le public sophistiqué peut regarder ça et se dire, avoir un peu de recul et se dire, ah oui, il a mis la caméra là, il a mis la caméra au-dessus du toit, et en fait il suit les personnages qui passent d'une pièce à l'autre avec les lattes du plafond qui font un bruit à chaque fois qu'ils passent à travers. Voilà, tu peux regarder ça de manière détachée. Pour moi, l'immersion elle est totale quand tu regardes un film comme Evil Dead. Alors certes, le film est un peu fauché aujourd'hui, mais il n'empêche que c'est un film qui a fait date, qui a révélé effectivement les frères Coen aussi, puisqu'ils ont bossé avec Sam Raimi. Et d'ailleurs, les frères Coen disent un truc, moi, une phrase que j'aime beaucoup, je ressors à chaque fois qu'on parle de Sam Raimi, quoi. C'est une phrase des frères Coen, et je pense qu'ils ont raison, et je pense que c'est dans ce sens-là que ça se passe. N'en déplaise à Yannick, les frères Coen ont dit. Tout le monde considère que Sam Raimi est un génie, le seul qui ne le sait pas, c'est lui-même. Et c'est vrai pour moi. Tu vois, c'est un génie de la mise en scène, c'est un génie. Et c'est pour ça que l'idée de développer des personnages, elle était déjà là bien avant Un Plan Simple, bien avant tous ces films-là, en fait, pour moi. Et le truc, c'est que elle était déjà dans Darkman, par exemple, en l'occurrence. Mais avant de faire ces classes, alors il y a déjà effectivement le cas Mort sur le grill, où c'est un film qui quand même lui a échappé. C'est-à-dire que c'était une prod indépendante, mais déjà un plus gros budget après le succès d'Evil Dead, où il voulait déjà sortir en fait du cadre du film d'horreur. Il voulait montrer qu'il n'était pas capable que de faire que ça, parce que c'est très facile de s'enfermer là-dedans. Des cinéastes qui ont fait des très grands films d'horreur n'en sont pas sortis, comme Toby Hooper. Donc voilà, personne ne pense vraiment à ces autres films après Massacre à la tronçonneuse. Donc là, il y avait ce risque. Et le truc qui s'est passé, c'est que c'est un film qui lui a échappé. Il n'a pas pu tourner toutes les scènes. On lui a retiré des scènes. Le montage lui a échappé. C'est 1h20. C'est une espèce de screwball comédie qui fait clairement référence au film de Howard Hawks des années 40 et ce genre de choses, qui est un truc que Sam Raimi adore aussi, mais fait à sa manière. Donc c'est assez jubilatoire d'un certain côté, puis en même temps c'est extrêmement frustrant parce que c'est un film qui tient pas vraiment debout et sur lequel en fait il a fait un apprentissage. Le vrai film qui pour moi a fini par achever le statut de réalisateur plus de Sam Raimi, c'est Evil Dead 2. Evil Dead 2, le truc avec Evil Dead 2, c'est que c'est un film qui a été produit par Dino De Laurentiis, qui lui a dit clairement, si tu fais une suite à Evil Dead, je produis ton film, je te file 3,7 millions de dollars pour faire ton film. Sam Raimi a demandé 3,8. Le mec lui a dit non, je te file 3,7. Et en fait, ils sont partis faire le film. Et moi, pourquoi je préfère Evil Dead 2 au premier, c'est parce que c'est un film qui est pour le coup complètement contrôlé. C'est-à-dire que c'est un des rares films pour moi de l'histoire du cinéma, avec peut-être effectivement ou deux frères Coen ou ce genre de trucs. Et c'est ce que j'aimais aussi chez eux. En fait, c'est là où il y a une filiation qui est intéressante aussi. Pas uniquement dans le fait qu'ils se connaissent, c'est que c'est du cinéma hyper précis, hyper contrôlé. Et à ce niveau-là, c'est le meilleur Hitchcock, c'est le meilleur Spielberg, c'est le meilleur Cameron, quoi. C'est vraiment hyper, mais c'est un film d'horreur. Alors qui a tendance à aller encore un peu plus loin dans le gore, déjanté et slapstick. C'est effectivement un remake. C'est effectivement une suite en même temps aussi, qui se permet un final assez jubilatoire aussi, où H est envoyé à l'époque médiévale. Ce qui déjà en fait est une référence à Marvel en fait. C'est un épisode d'Iron Man qui se retrouve à la cour du roi Arthur et c'est la référence de Sam Raimi, parce que il faut savoir que Sam Raimi a grandi avec les comic books Marvel. C'était son seul moyen de communiquer avec son grand frère en fait, il se foutait sur la gueule. Ils sont une famille de 4 ou 5 frères je crois. C'était des relations assez tendues, voilà. Et le seul moyen qu'ils avaient en fait de vraiment partager des choses, lui avec son grand frère, c'était de lire les comic books que son frère lui lisait, quoi. Et du coup en fait ils se partageaient ça. Et donc la culture elle est là depuis l'enfance, quoi. Ce qui explique, donc je fais un peu un truc un peu large pour venir sur les axes, quoi. Mais ce qui explique en fait pourquoi déjà il y a cette référence explicite en fait à Iron Man dans la fin d'Evil Dead 2,
mais aussi en fait Darkman en fait tout simplement, c'est-à-dire que là en fait on rentre dans la cour des grands, c'est un premier vrai film de studio, c'est une création originale, c'est-à-dire que en fait il voulait faire Batman, c'est Tim Burton qui était en train de le faire à ce moment-là, donc il n'a pas pu récupérer les droits, c'est Warner, donc il s'est dit bon je vais créer mon propre personnage en fait, voilà. Et c'est un film, pour le coup, pour la première fois il est vraiment allé chercher son frère Ivan Rémy, qui est médecin à la base, et il lui a dit on va créer ce perso, écrire ce perso, et on va faire en sorte que ça fonctionne quoi. Et comme Batman avait cartonné en fait, Universal a allongé un peu de budget, c'est un tiers de Batman, mais même un quart je crois de Batman, ce qui était un très gros budget Batman à l'époque, le Tim Burton, mais ça a fait une trilogie direct to DVD, pas mal. De merde. Mais non, mais le truc, si tu veux, c'est que voilà, le problème en fait, c'est que alors c'est pareil en fait, tu peux quand tu sors de là en fait, le truc qui s'est passé avec Sam Raimi, c'est qu'il y avait les fans d'horreur qui étaient déjà en train de lui taper sur la gueule parce qu'il sortait un peu de ce cadre dans lequel eux voulaient le voir évoluer. Il y avait une attente sur Evil Dead 3, même si c'était pas un carton énorme, le 2 en l'occurrence, mais ça restait ça faisait des bons chiffres. Et puis il y a il y a le fait qu'on n'était plus vraiment dans un film gore attendu quoi. Donc le truc avec Darkman, c'est que moi je sais qu'à l'époque en fait je l'ai bouffé comme ça en fait, c'est-à-dire que quand je l'ai découvert au cinéma, je me suis vraiment dit c'est le fantôme de l'opéra croisé avec l'influence Marvel, l'univers Marvel quoi. Et c'était pour moi, qui avait été très déçu par Batman de Tim Burton, l'antidote absolu quoi. Le petit truc, et je comprenais pas que ce film-là ne fasse pas les 300 millions de dollars que faisait Batman à l'époque au box-office quoi. Mais après c'était un personnage original. Mais c'est pas que ça en fait, c'est que je pense que c'est un film extrême. C'est-à-dire que en fait, en gros, il y a aussi le truc, c'est qu'il faut revenir aujourd'hui. On peut faire tout ce qu'on veut avec le cinéma, en gros, fondamentalement. Mais comme vous l'avez pointé du doigt, à l'époque de Spider-Man, c'était pas forcément totalement le cas. Et le truc, c'est que la mise en scène de Sam Raimi, n'était pas c'est pas au goût de tout le monde c'est quand même assez voyant, c'est quand même assez stylisé, pour beaucoup de gens en fait c'est une mise en scène qui à partir du moment où tu te détaches en fait et que tu l'analyses en fait n'a pas forcément un sens profond, c'est-à-dire ce mouvement de caméra ne veut pas dire cette chose là, tu vois. Non, le mouvement de caméra. L'adjectif clipesque un peu. Ouais, moi je déteste cet adjectif parce que ça veut rien dire en fait. Le clip ça a tellement évolué voilà. Mais le vrai fond du problème, c'est que si tu abordes pas ça de manière viscérale, si tu comprends pas que le mouvement de caméra en question ou est censé décrire quelque chose que tu vas ressentir dans tes tripes, effectivement tu peux, et je peux comprendre en fait qu'on soit détaché, voilà. Mais par contre ce que tu peux pas enlever à Sam Raimi, c'est que l'idée de faire évoluer le langage cinématographique vraiment de manière significative, comme Hitchcock l'avait fait à l'époque, c'est-à-dire que donc ça se base sur ces fondements-là, et peu de personnes peuvent vraiment reprendre ça, contrairement à Hitchcock, même si encore une fois à mon sens peu de personnes reprennent vraiment ce que Hitchcock fait correctement, mais c'est très personnel, voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est là où pour moi c'est un mec qui est assez unique en fait, c'est qu'il a à la fois techniquement et en termes de narrateur pur en fait c'est un génie, mais en même temps personne ne peut vraiment essayer de refaire ce qu'il fait lui-même, parce que la démonstration ultime pour moi c'est la série H versus Evil Dead, où il a fait le premier, tous les Evil Dead étaient réalisés par lui. Il a fait le premier épisode où il a repris les codes qui sont liés à l'apparition d'un Deadites. T'as la caméra qui débulle, t'as les tremblements machin, etc. Et dès que les épisodes sont réalisés par Neil Marshall ou je sais pas qui, ou je sais pas quel baltringue derrière, et d'un seul coup en fait t'as une caméra plate et toute la mythologie propre à Evil Dead, c'est-à-dire pas que les effets spéciaux, pas que les maquillages, c'est la mise en scène, la présentation des persos, la présentation de ces choses-là qui sont faites avec un style très spécifique en fait disparaît. Donc du coup voilà, il y a cette notion là quoi. Et le truc c'est que Sam Raimi a toujours essayé de sortir tiens, il y a quelqu'un qui est mort là. Sam Raimi a toujours essayé de sortir. On est en extérieur, je précise pour ceux qui nous écoutent. Sam Raimi a toujours essayé de sortir de ce cadre-là. Parce qu'il veut pas être attaché, c'est des choses qu'il aime, mais il veut pas forcément être attaché à un genre, un truc particulier, etc. Donc du coup, même s'il a fait Evil Dead 3 et que c'est pareil, c'est un film pour le coup
qui moi me pose problème parce que c'est un film qui a tellement de montages différents, qui a tellement été saboté. Même s'il y a des trucs fun, même si on sait que l'aura de Bruce Campbell elle est vraiment arrivée à maturité avec ce film-là, le côté amusant de l'acteur et tout, son charisme hyper physique. Le problème c'est que pour moi c'est un film qui tel qu'il a été longtemps montré est raté en fait, parce qu'il manque des plans, il manque des machins. Et il y a enfin un director's cut qui est sorti il y a une quinzaine d'années, qui est enfin propre maintenant en Blu-ray qu'on peut voir, et qui fait un peu plus sens en fait, qui est un peu plus cohérent avec qui donne justement un fond au personnage qui était peut-être absent à l'époque du 2, où c'était juste un idiot qui pour en fait échapper à sa main qui était possédée décide de la couper au lieu d'essayer de trouver une solution. Enfin voilà, c'est vraiment un imbécile, et c'est présenté comme ça, c'est un stooge quoi, qui se fout sur la gueule, qui se fout de la gueule de son propre reflet, etc. Dans le 3, quand tu vois le director's cut, tu te rends compte que d'un seul coup il y a quand même une logique psychologique derrière qui est assez pas fouillée, mais qui est plus présente que dans les montages initiaux quoi. Et je parle, mais vous pouvez prendre la parole. En fait, on t'écoute. Comme tu parles là, essentiellement, je dis pas que, mais essentiellement de mise en scène, je pense que là-dessus, quelles que soient nos opinions sur les films de Sam Raimi, on contestera jamais le génie du mec en termes de découpage, en termes de mise en scène. Après, bon voilà, nos préférences vont aller au gré des scénarios. C'est clairement, comme tu le dis, un cinéaste extrêmement viscéral dans sa mise en scène, qui pratique la ref, mais qui pratique pas forcément le symbole, là où les frères Cohen pratiquent énormément le symbole, et la référence aussi par les mêmes occasions. Ils mixent tout. Ouais, mais là, je suis pas d'accord. Mais il a non, mais je veux dire, logiquement, c'est pas ça que c'est pas dans l'idée qu'il y a zéro symbole. C'est qu'il y a même peut-être pas certains éléments thématiques que d'autres vont amener. Comme tu dis, c'est son univers, il a son univers à lui qui est extrêmement varié. On va y trouver des connexions en termes de mise en scène, on va y trouver des connexions en termes de références. Après, certains films sont extrêmement différents au niveau du... Moi j'ai le sentiment, alors après Steph est peut-être pas d'accord, en termes de sens, de ce qu'ils veulent véhiculer en termes de sens, là où les frères Cohen, qu'on le veuille ou pas, même si tous les films sont extrêmement différents, il y a une vision du monde qui est extrêmement cohérente derrière, que je cerne moins, peut-être, et c'est mon regard, je le cerne moins sur Sam Raimi, où je trouve des films extrêmement puissants et en mise en scène et en narration et thématiquement, et d'autres que je vais trouver puissants en mise en scène, moins intéressants en scénario, moins intéressants en thématique. Ça c'est mon sentiment, mais ça n'enlèvera rien à ce que tu dis sur sa mise en scène qui est absolument fabuleuse. Mais ça reste un cinéaste qui a une vision du monde aussi mais ça, tout le monde a une vision du monde, ça je dis pas le contraire. Assez cohérente aussi par rapport à tous ces films. C'est-à-dire que même si on peut partir du principe qu'il est parti dans une logique esthétique très forte dès le début et qu'il n'a pas forcément... effectivement, je peux pas vous dire que il y a une logique psychologique très fouillée chez H dans les premiers Evil Dead, ou même dans Mort sur le grill. Enfin, ça reste des exercices de style. Mort sur le grill est très influencé par les frères Cohen. À l'écriture, ça se voit. Et vice versa. Encore une fois, je veux dire, c'est quand même un film qui est arrivé en même temps que 100%. Et je pense que c'est un film qui en fait aurait été réalisé, aurait plus correspondu à la mise en scène des frères Cohen en réalité par rapport à son sujet que celle de Sam Raimi. Je pense que c'est un film qui aurait correspondu à la mise en scène de Sam Raimi si Sam Raimi a pu le finir. Voilà. Donc le truc, c'est que on peut dire la même chose sur Arizona Junior, que j'adore par ailleurs, tu vois, mais le truc c'est qu'il y a du répondant quoi. Le truc c'est surtout que après Evil Dead 3 ou les trucs comme ça, et en fait il y a sa carrière en fait à la télé en tant que producteur qui a décollé et qui lui a donné le succès qu'il n'a jamais vraiment eu. Voilà. Et qui personnellement moi je trouve que c'est de la merde, c'est vraiment non mais c'est nul à chier, mais ça lui a permis de s'installer financièrement, ce qui est mine de rien important pour un cinéaste aux États-Unis. Et surtout il s'est lancé dans Mort au vif qui devait démontrer quelque part en fait qu'il peut vraiment sortir des cadres de l'horreur fantasy, etc. Qui est un peu un tournant du coup dans sa carrière. C'est totalement un tournant dans sa carrière. C'est d'un coup il commence... Enfin, même s'il y avait déjà eu un premier tournant commercial avec ce que tu as raconté sur Evil Dead 2, où les producteurs ont bien vu l'intérêt financier qu'il y avait à financer du cinéma de genre, il arrive avec Mort au vif on va dire dans du cinéma commercial plus grand public, même si faire un western en 95, je crois, c'était peut-être pas forcément l'idée la plus... C'était initié par le succès d'Impitoyable. Ouais, voilà, et du coup...
Et du coup, il fait ça avec un casting, notamment Sharon Stone qui est en pleine bourre, et puis DiCaprio qui va commencer à grimper tranquillement. Et c'est assez intéressant parce que du coup, il se lance dans un genre très, très codifié dans lequel il apporte directement son esthétique et son approche dans la construction des films et aussi dans la manière de filmer. Il en fait une forme de huis clos. En fait, le film se passe dans un village. Il y a un concours du meilleur tireur des duels, l'Ouest, en fait. une série de duels que Sharon Stone a envie de gagner, quoi. Et c'est un film que je trouve en fait assez intéressant dans sa filmo, qui est alors, peut-être c'est que moi, mais je trouve qu'il y a un côté un peu érotique, sulfureux, spécifique. Enfin, en tout cas, sur ce film, David. Tu ne serais pas un peu touché sur ce film? La bière commence à faire effet. Qui a donné des bières à En Alexandre? fait, je trouve que c'est une approche, même dans la manière dont est filmé, dont sont filmés les duels. Et bon, évidemment, le personnage de Sharon Stone qui pour moi sexualise vraiment l'ensemble du truc, et qui n'est pas forcément un sujet extrêmement traité dans la suite de sa filmo par Sam Raimi. De toute façon, on peut parler des personnages féminins chez Sam Raimi. Et ce qui est extraordinaire avec Evil Dead, c'est quand même que c'était un des premiers films où le rôle habituel de la Scream Queen, ou je ne sais pas, même s'il y a des personnages féminins qui trépassent et tout, mais c'est quand même un mec qui s'en prend plein la gueule 3 films durant, qui hurle, etc. J'ai relu récemment une vieille interview donnée à la sortie du film où ils essayaient quand même, ils expliquaient qu'ils avaient essayé de ne pas faire trop crier Bruce Campbell pour pas que les spectateurs un peu pas sûrs de leur virilité puissent quand même s'attacher au personnage, mais quand même ça reste un mec qui s'en prend plein la tronche et qui est complètement teubé et qui renverse un peu ces trucs de genre dans tous ces films. Il y a quand même une intention particulière qui est donnée au personnage féminin. Alors, c'est peut-être pas au niveau de James Cameron, qui avait d'ailleurs je crois failli faire lui son Spider-Man aussi avant Raimi, mais aussi bien les personnages dits secondaires type Mary Jane, etc., que le personnage de Stone dans Un mort au vif. On sent que c'est pas, il n'utilise pas les clichés de à la fois la damoiselle en détresse ou. Enfin, ça lui a été reproché dans Spider-Man. Un peu. Ouais. Mais enfin, bon. moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est quelque chose qui lui a été reproché parce que les gens sont cons. Ouais, non, mais le truc c'est que c'est vrai qu'elle est utilisée régulièrement comme un appât pour Spider-Man. Mais bon, après t'as le trope de sauver la princesse, c'est pas non plus, tu vois, on n'est pas obligé de tomber dans. Tu vas complètement dans ce que disait Steph quand tu parlais du personnage qui s'en prenait plein la gueule. On sait très bien qu'ils s'en prennent tous plein la gueule dans les films de Sam Raimi. Comme quoi, le personnage est donc la caméra et les autres personnages réels, ils les détestent, donc ils les frappent. Mais moi, je pense pas justement que ça soit. Je pense qu'il y a un vrai jeu là-dedans. C'est-à-dire que quand non, on peut pas rigoler avec Sam Raimi. Relou quoi. Non, mais ce qui est intéressant, non mais je précise parce qu'en fait, les gens pourraient penser qu'effectivement, t'as une vision de Sam Raimi qui serait une vision d'un cinéaste. Comment dire, sadique, misanthrope, ce qui n'est pas le cas. Il est sadique, il est sadique pour l'humour, clairement. Mais là où en fait, pour revenir à Mort au vif, en fait, ce que moi je trouve passionnant avec le film, c'est que c'est un film qui est grosse incompréhension. Justement, en arrivant dans un espèce de genre qui pourtant a connu des métamorphoses, des mutations visuelles très fortes en fait, le western, moi je considère que c'est un genre dans lequel on peut tout faire. Il y a eu Sam Peckinpah quand même qui a haché le montage. Il y a Sergio Leone, on va pas l'aspect opératique. Et il y a clairement en fait l'influence de Sergio Leone est clairement là quand tu regardes Mort au vif. Et l'idée c'est de pousser encore plus loin l'aspect opératique de Leone. Le truc avec moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre, Mort au vif, vraiment, je trouve ça magnifique, quoi. C'est un film qui me met les larmes aux yeux, quoi. Des réactions du coup diverses autour de la table. non mais l'aspect érotique, ça excite beaucoup David. Mais... L'aspect érotique dont parle David, je pense que c'est un aspect qui est lié aussi au fait que Sharon Stone c'était l'actrice sexualisée par excellence à l'époque, c'était le sex symbole hollywoodien, et dès qu'elle était dans un film, il fallait jouer avec son physique en fait, parce que voilà, et le truc c'est que dans le scénar c'est pas clair, c'est pas une évidence en fait, voilà, mais je pense que le côté
dès qu'on a une occasion de montrer ses cuisses, dès qu'on a une occasion de montrer une mamelle, un truc, etc., on y va parce que c'est Sharon Stone, quoi. Bon, ça c'est un peu, c'est pas ce que je préfère dans le film personnellement. Le truc, même si je la trouve magnifique dans le film, je la trouve très belle et hyper charismatique, c'est même son meilleur rôle pour moi. Pour moi, c'est pas uniquement sur ça, c'est aussi dans la manière dont sont mis en scène les duels et aussi justement le rôle de la caméra là-dedans. Il y a un côté voilà qui est peut-être sulfureux ou voyeur ou je sais pas qui est. Le truc en tout cas, c'est que pour moi, dans ce qui est clair en fait, c'est que c'est un film. Là où je dis qu'il y a une grosse incompréhension, c'est qu'en ramenant ce style-là en fait dans ce genre-là, la critique y a vu une espèce de pastiche, au mieux, hein, quand c'était pas des insultes. Hein. Et ça a été un film qui a été extrêmement critiqué par la critique, qui a été considéré, je crois même, je me demande s'il n'a pas été nommé aux Razzie Awards. Hein. C'est quand même la pertinence de cette cérémonie de merde. Voilà, donc c'est quand même assez chaud, quoi. Et c'est un film qui a plongé vraiment Sam Raimi dans une grosse remise en question existentielle par rapport à son travail, en fait. Pour moi, quand tu regardes Maurice, c'est une grande tragédie grecque cachée dans un western pop. Avec la forme visuellement pop, quoi. Le truc, c'est que t'as c'est quand même un film, enfin moi j'ai du mal à ce qu'on considère ça du pastiche à partir du moment où on parle de... T'as quand même un film où t'as un infanticide, un parricide, tu vois, où t'as un viol sur mineur, où t'as... Enfin c'est quand même... C'est là que tu t'es touché, David. Non mais c'est quand même super chaud comme film. Enfin moi je trouve que les thématiques telles qu'elles sont traitées assez lourdes, oui, effectivement. Telles qu'elles sont traitées dans le film sont assez lourdes, alors que le film garde une patine ludique assez forte. Légèreté, oui. Voilà. Pas une légèreté, une patine ludique. Vraiment, c'est effectivement, hyper fun à suivre, je trouve, et agréable et tout. T'as, en plus des références comic book, je veux dire, t'as la plus évidente, hein, c'est la balle dans la tête qui sort directement du hardboil de Miller et Darrow, où c'est juste, il a repris la case telle quelle et il la cite explicitement. Il y a du cinéma de Hong Kong là-dedans, hein, il y a tous ces trucs-là en fait. Donc on peut dire c'est un patchwork référentiel, on peut dire c'est tout ça, mais c'est au service aussi d'une histoire qui, je trouve, faire ressortir en fait tous les éléments sensitifs de la mise en scène de Sam Raimi, tous les éléments alors peut-être sensuels comme dirait David, mais vraiment pour moi viscéraux, quoi, sensitifs et voilà. Donc je trouve Gene Hackman impérial dans le film. Je trouve que sa performance est encore meilleure que dans Impitoyable, j'ose le dire, voilà, il l'a dit. Non mais voilà, et je pense que si ce film avait vraiment marché, si ce film avait été vraiment compris, la carrière de Sam Raimi aurait été complètement différente en fait par la suite. Et donc grosse remise en question. Film suivant, c'est Un plan simple. Il fait Un plan simple qui porte bien son titre, quoi. Qui est un film assez basique et très sous influence cohénienne, y compris. C'est l'adaptation d'un bouquin, mais je crois qu'il suit un conseil des frères Cohen qui viennent de faire Fargo et qui lui disent fais ton film sous la neige, ça va apporter un cachet. Mais ça, je pense que c'est. Mais ça, je pense que c'est un gag. Comme nous, ça va marcher, mec, vas-y. Mais ça, je pense que c'est un gag en fait. Je pense que c'est justement les frères Cohen qui sont très très narquois avec la logique des choses, parce que il y a quand même dans la logique des Cohen. Donc si tu veux, ils disent rien les Cohen, donc on peut interpréter tout ce qu'on veut. Non, mais quand tu connais un peu leur carrière, tu peux savoir que les mecs ont quand même une je pense qu'ils ont c'est pas une suffisance, mais une. Un melon. Non, pas un melon, pas du tout. Non, je pense que c'est des gens. Au contraire, je pense que c'est des gens qui ont une très très clairement conscience de comment fonctionne la critique. Hein. Il faut quand même rappeler, si on fait une toute petite aparté sur Frères Cohen, que c'est des mecs qui ont eu la Palme d'Or assez tôt, mine de rien, mais qui s'en sont quand même pris plein la gueule pour l'avoir eu à l'époque, tu vois. Donc aujourd'hui, le moindre film estampillé Frères Cohen, qui moi certains me posent vraiment problème, sont considérés comme des grands chefs-d'œuvre, alors que les vrais chefs-d'œuvre, ceux avec lesquels ils ont débuté, sont méconnus, quoi, tu vois. C'est souvent comme ça. Bien sûr. Donc à cette époque-là, je pense qu'ils avaient quand même une certaine connaissance du fonctionnement de la critique. Et quand ils ont conseillé ça, et je pense qu'il y a un truc en demi-teinte, un aspect un peu comique là-dedans, en fait, ironique. Mais le truc avec Un plan simple, c'est que moi je suis content que c'est démontré une chose aux gens, c'est que Sam Raimi sait réaliser un film, point barre. C'est-à-dire que ce soit via son style ou en dehors de son style, en fait, il sait réaliser un film, il sait découper un film, il sait diriger des comédiens, et c'est pas venu du jour au lendemain avec Un plan simple, hein. Il savait le faire avant. C'est juste que, en fait, apparemment, il faut enlever tout ce qui fait Sam Raimi pour que les gens se disent « Ah, en fait, ce mec sait faire ça !»
Ah d'accord, en fait, donc voilà. Donc c'est dommage, hein. C'est Oui, dommage c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, en fait, sur l'aspect ludique et inventif de ces cadrages complètement délirants, qui sont pas là uniquement pour amuser se dire, la galerie. tiens, on met la caméra, etc. Et exactement pas pour amuser la galerie. Mais comme tu le disais tout à l'heure, ça peut pour certaines personnes faire distraction. Et quand il va vers un style plus épuré, etc., sans pour autant renier complètement ce qu'il est, ce qu'il fait, mais les gens qui n'arrivent pas à passer outre cette débauche d'inventivité visuelle se concentre finalement sur l'essentiel, à savoir la direction d'acteur, l'histoire, et arrive à passer, voilà, à capter l'essence même de ce qu'il propose. Et c'est pour ça que Intuition et Un plan simple, à mon avis, lui ont permis d'avoir cette aura pas seulement au niveau de la critique et du public, mais non, je pense que ils se sont fait déchirer, hein, tout ça, que ce soit Intuition, non, Un plan simple, je viens de regarder tout, nommé aux Oscars pour les acteurs, mais après ils sont quand même fait par la critique, j'entends. Hein. Ouais. Mais je pense que ça a dû le rassurer. Ça a dû rassurer, par exemple, ne serait-ce que des financiers hollywoodiens qui, sur l'aspect, ok, il sait faire des films d'action, il sait faire des cadrages de fou, donc bon, Spider-Man, ça va être bon. Mais en même temps, ça a dû, j'imagine, rassurer sur tout l'aspect teen movie finalement, qui est quand même assez essentiel dans les Spider-Man, où ils ont dû se dire, bon, ok, ce mec-là n'est pas seulement capable de filmer des mecs en train de faire des galipettes avec des zooms. Quoi. La vérité, c'est que quand tu regardes Pour l'amour du jeu, par exemple, son Kevin Costner, là, qui dans le baseball, là, c'est ça. Qui est plus un Kevin Costner qu'un Sam Raimi dans l'absolu, mais qui quand même est plus un Sam Raimi qu'un, je sais pas moi, tu vois, comment il s'appelait, Ron Shelton, tu vois. Donc voilà, c'est quand même un film qui est mis en scène. C'est-à-dire que tu verras, il y a des bêtes accidents dans le film, des bêtes trucs dramatiques qui sont vraiment mis en scène. C'est-à-dire que par exemple, c'est un joueur de baseball, il a un lancer, il a un accident de la main. C'est un truc qui est mis en scène à la Hitchcock vraiment. C'est-à-dire que la façon dont c'est présenté au public, c'est là, tu vois, et donc il y a le métier là. Il y a aussi les scènes de baseball où il efface la foule, si tu veux, il la réduit en fait pour que le personnage se concentre. T'as tout un tas de trucs comme ça dont la logique est quand même propre à ce que Sam Raimi essaye de faire, c'est-à-dire plonger le public dans la psyché des personnages qu'il est en train de suivre, et c'est vraiment ça. Quand tu regardes Darkman, on peut dire que c'est littéral, tu vois, mais quand tu regardes Darkman, la caméra elle rentre littéralement dans l'œil du mec pour ressortir par la bouche, et que tu as vu tout ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, tu vois, et que tu ressors, tu vois, c'est littéralement pour te faire ressentir la psyché du personnage. Donc on peut considérer que c'est grossier si on veut, on peut considérer que c'est voilà. Moi ça participe d'un cinéma extrêmement visuel et extrêmement baroque et généreux qui fonctionne sur moi. C'est-à-dire que moi j'ai pas de... Tu sais, la critique a toujours reproché les films qu'elle a qualifiés de maniéristes, là où tu as envie de leur dire c'est quand même après tout le langage qu'on explore. Voilà, et de toute façon, tant que la critique ne comprendra pas ça, tout simplement, que c'est un langage, c'est pas juste des acteurs et un scénario, que le cinéma c'est ça, eh ben ils comprendront pas Sam Raimi fondamentalement, tu vois. Mais il est pas le seul d'ailleurs dans ce cas-là. Non, bien sûr. Mais le truc alors du coup, c'est que ce qui est drôle, c'est qu'un film comme Intuition reprend en fait littéralement des plans d'Evil Dead ou de Darkman, mais il les masque en fait. C'est-à-dire qu'il y a ce plan, par exemple, je me rappelle ce plan où Keanu Reeves se fait assommer et mettre au sol, et en fait la façon dont la caméra en fait le suit au sol et suit chaque en fait choc, tu vois, c'est une façon moins brutale. De remettre en scène la même scène qui était faite dans Evil Dead 2 avec Bruce Campbell. Donc du coup en fait il y a ce jeu où il se réappropriait en fait au fur et à mesure où il avançait dans sa carrière avec ces 2-3 films en fait qu'on peut considérer mineurs, majeurs, mais voilà, il y a cette façon de se réapproprier tout doucement sa propre personnalité, sa propre mise en scène. T'as ça exactement dans le premier Spider-Man, c'est-à-dire que le premier Spider-Man c'est à la fois pour moi c'est un croisement entre Darkman et Intuition dans la logique des choses, parce que t'as à la fois en fait des vraies scènes baroques, c'est-à-dire il y a par exemple l'enlèvement de Tante May par le bouffon vert, c'est une scène tu pourrais croire qu'elle ressort littéralement d'un Darkman ou d'un truc comme ça. D'intuition pardon en fait dans les thématiques, et t'as à côté de ça les mouvements de caméra extrêmement viscéraux qui vont suivre Spider-Man tel que tu as jamais vu ça en fait tout simplement au cinéma. Mais le truc c'est que pour moi la grosse distinction c'est pas qu'une question de point de vue du monde, hein, c'est que t'as une vraie naïveté pure qui est au niveau de la pureté en fait, c'est de la pureté pour moi quand il se lance dans un film comme Spider-Man en fait, que t'as pas chez Marvel déjà aujourd'hui, dans les films Marvel. Mais aussi il y a un autre truc, c'est que
il y a 20 ans de métier. 20 ans d'apprentissage qui font que quand il arrive à faire le premier Spider-Man, il sait, on l'a pas choisi pour rien, quoi. C'est pas Joss Whedon qui apparaît sur un premier blockbuster alors qu'il a fait un film avant il y a 10 ans et qu'il a fait une série télé, tu vois, et que d'un seul coup on lui file 300 millions. C'est pas le réalisateur d'Homecoming, j'ai pas vu Homecoming, mais c'est pas le réalisateur d'Homecoming qui a fait un film avant ou 2 films avant qui sont des tout petits budgets. C'est un mec qui a travaillé son art, son métier pendant 20 ans. Donc comme Guillermo del Toro quand il se retrouve sur Pacific Rim, un budget énorme, mais ça faisait 20 ans qu'il fait du cinéma. Comme Peter Jackson, qui se retrouve sur Le Seigneur des Anneaux, ça fait 20 ans qu'il fait du cinéma. C'est des mecs qui ont appris leur métier au fur et à mesure, film par film, voilà, et appris à être des narrateurs en fait. Donc du coup, pour moi, ce qui est évident, en fait, l'attente que j'avais, je bossais à l'époque dans un magazine et on en faisait des gorgées chaudes sur Spider-Man, mais moi l'attente elle était réelle parce que je me suis dit c'est parfait. Tu prends l'histoire de Spider-Man, je sais que le mec connaît Spider-Man, il va faire le film. Comment dire, c'est la personne idéale pour réaliser ce film, quoi. Et j'estime que c'est le cas, c'est toujours le cas, et les films qui ont suivi de Spider-Man nous le démontrent. Mais le truc, c'est que aussi le challenge en fait à l'époque de Spider-Man, c'est que quand tu revois le film aujourd'hui, tu peux te dire il y a des effets spéciaux qui sont un peu, voilà, les doublures numériques sont un peu, bon, on était au balbutiement de ça, mais il y a tout un tas de trucs que tu vois pas qui sont aujourd'hui pris pour acquis. Mais il a fallu numériser tout Manhattan pour faire le film, quoi. C'est-à-dire pour permettre sur la puissance technique du film. Il a fallu numériser donc une ville entière en fait pour permettre la mise en scène de Sam Raimi en fait de créer ces plans là, quoi. Et d'ailleurs quand tu regardes le film, il y a plein de problèmes en fait, c'est-à-dire que c'est un film qui s'est fait c'est un film il a eu la chance de le faire avec une certaine liberté d'action que à mon avis personne n'a aujourd'hui quand on fait un Marvel, quoi. Mais les limitations techniques sont évidentes quand tu regardes le film, c'est-à-dire qu'il y a plein de plans où les voltiges de Spider-Man en fait sont reprises d'un autre plan précédent masqué, c'est-à-dire que c'est un plan inversé de jour au lieu que ça soit de nuit dans le plan précédent, avec le costume de Spider-Man quand c'est le premier costume de catcheur en fait qu'il avait. Donc t'as plein de plans comme ça en fait où ça revient et effectivement quand tu regardes ça tu te dis à l'époque on n'avait jamais vu ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu revois ça, tu te dis comment dire, de la merde. Non, tu te dis on voit les limites techniques et on voit. Donc bon, évidemment, si t'as pas mal de gens qui peuvent dire ça a vieilli, comme peut-être le Superman de Donner a vieilli dans leur logique. Bon voilà, on s'arrête pas. Pour moi, ça a pas vieilli, mais la puissance aussi du premier Spider-Man, c'est qui en fait toujours le film qui est tenté d'être copié, mais c'est toujours pareil. C'est un réal qui connaît son langage, qui connaissait les comics comme l'expliquait Stéphane, et qui sait que tu ne transposes pas un code d'un autre support artistique littéralement, que tu l'adaptes à ton médium, et ce mec-là a dans ce film tout ce qui était entre guillemets iconique pour nous dans les bandes dessinées, tout ce qui est reproduit de BD en BD sur la construction d'un personnage, sur les origines d'un personnage, sur tout ça, il l'a traduit visuellement. Et c'est pas dans les sbroufs, c'est pas dans les beaux mouvements de caméra, c'est juste le placer au bon moment, le beau plan qui va introduire tel personnage de telle manière. Et c'est-à-dire que la construction de la création d'un super-héros, aujourd'hui, les mecs, moi ça me fait marrer parce qu'aujourd'hui je vois des films où ils essayent de faire la même chose et tu regardes les plans, tu dis mec, remate-toi Spider-Man, le plan il l'a pas fait comme ça, il l'a mis comme ça parce que ça avait un sens et que tu ne l'as pas compris, donc tu essaies de reproduire un fantasme et tu n'essaies pas de comprendre comment il l'a construit. Et il y a une façon d'incarner le truc aussi, c'est-à-dire que en fait en gros, par exemple un personnage comme le Bouffon Vert, on peut se dire merde, le costume c'est pas le costume du Bouffon Vert, il y a un problème et tout ça, etc. Mais déjà derrière t'as Willem Dafoe, bon ça c'est déjà ça veut dire t'as un bon acteur. Et le deuxième truc c'est que on est littéralement dans du Sam Raimi, c'est-à-dire on est à la fois dans le Hitchcock et on est à la fois dans le Tex Avery, c'est-à-dire on est dans les deux logiques, c'est-à-dire que t'as par exemple le personnage du Bouffon Vert, le personnage du Green Goblin peut être à la fois comique par moment, c'est-à-dire voilà, même un peu ridicule parce que en gros Spider-Man lui fait tomber un mur sur la gueule et il est là en train de faire mais ça lui tombe sur la tronche, mais quand il est censé être menaçant, d'un seul coup en fait si tu veux, que fait Sam Raimi en fait, c'est comme il sait que les limitations du costume sont là, il lui ouvre en fait le truc et d'un seul coup le regard apparaît, le regard de Willem Dafoe apparaît, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que là j'ai pas vu le dernier Spider-Man, mais la logique en fait du dernier Spider-Man c'est qu'il joue sur le fait que le costume en fait lui donne des expressions de visage en fait avec les yeux, et ce qui est une logique en fait si j'ai bien compris de reprendre ça par rapport au comic book. Mais dans le comic book pourquoi ils font ça parce qu'ils ont besoin comme le comic book c'est l'art de l'ellipse, ils ont besoin de donner une expression de visage
que t'as pas besoin de démontrer au montage. Je veux dire, les expérimentations des Einstein, elles datent d'il y a presque 100 ans maintenant, 90 ans, et on sait que quand on monte un plan et qu'on monte un contre-champ, et ben d'un seul coup on a un sentiment qui est mis en place. Donc Sam Raimi n'a pas besoin de faire ça, n'a pas besoin d'un costume évolutif, il n'a pas besoin de jouer avec cette logique-là, il a juste besoin de mettre Spider-Man en face d'un contre-champ. Donc il ne joue pas avec cette logique-là, il n'adapte pas de manière pure et dure. Tout est logique, tout est inhérent, quoi. Et le truc, c'est que voilà, pour moi, c'est un rêve d'adaptation dans l'absolu quand je regarde ça. Le film a été un carton. Et là, t'as carrément la suite qui explose l'original pour moi de façon complètement dingue, où d'un seul coup, il pose une thématique absolue sur quelle est la notion de la place du héros dans le monde qui est un monde post-11 septembre dans lequel on était, ce qui est un peu touché dans le premier, quoi, mais ce qui est là vraiment prend toute sa mesure. On a parlé de la scène d'action. Tu as parlé, je crois, Yannick, de la scène d'action du train. Il n'y a pas de secret, hein. Cette scène-là, en fait, avant que le film commence le tournage, ils ont commencé déjà à tourner des plans pour cette scène. Ils ont tourné des plans pendant le tournage, ils ont tourné des plans après. Et en fait, le truc, c'est que si cette scène, elle existe sous cette forme-là, c'est parce que d'un seul coup, il y avait les pleins pouvoirs. Il y a aussi toutes les problématiques de budget des effets spéciaux qui ont été, entre guillemets, réglés parce qu'ils ont alloué je crois, un tiers du budget dans les effets spéciaux du film, dans Spider-Man 2, quoi. Et puis voilà, t'as pour moi, c'est les pleins pouvoirs. En fait, un réalisateur comme Sam Raimi, on lui donne les pleins pouvoirs, on lui permet Et puis il y a aussi une émulation qui s'est passée à l'époque, c'est que entre Spider-Man, si je dis pas de conneries, entre Spider-Man 1 et Spider-Man 2, il y a Del Toro qui a sorti son Blade 2, et c'était un peu la course à qui allait réussir à traduire ce qu'on disait tout à l'heure, toute la vivacité, toute l'énergie des comics sans faire des trucs, des transpositions littérales, parce qu'on va pas mettre comme dans le Hulk de Ang Lee des whoosh, des onomatopées, hein, limite comme dans la série Batman des années 60. Ça c'est clairement quelqu'un qui a pas lu les comic books. Oui, voilà. Mais c'est vrai que entre le premier et le deuxième Spider-Man, il y a quand même un mouvement qui s'était un peu lancé, et je pense que Raimi avait la pression non seulement financière vu le carton du premier Spider-Man, mais aussi plus de liberté, plus de latitude, plus de budget, et puisqu'il n'a pas eu malheureusement sur le troisième, parce que voilà, le troisième, en fait, le problème de Spider-Man 3, et pour le coup je l'ai revu là, parce qu'il y a une version 3.1 entre guillemets qui est disponible maintenant. Le problème de Spider-Man 3, c'est que c'est marrant des fois ces films où le thème du film en fait est non pas seulement noyé, en fait, c'est-à-dire que le thème du film correspond à la façon dont le film a été fait, parce que le truc c'est que en gros c'est un film qui a une pureté, qui a une vraie volonté de pureté, c'est-à-dire que c'est un film qui joue, on parlait des personnages féminins, et moi c'est le film où je trouve que Mary Jane est la plus touchante en fait, parce que elle traverse en fait une crise d'identité dans son couple. Elle veut être connue, elle veut être reconnue pour son talent. Et elle voit qu'à côté, Peter Parker, Spider-Man, en fait, a le droit à ça. Et en fait, ça la frustre et ça la positionne comme, faire valoir. Du couple, tu vois. Et du coup, en fait, moi, je suis pour toutes les scènes où elle se fait, sauver, transformer, etc. Paye ton film féministe, quoi. Je suis désolé, mais à un moment donné, ça se pose là, quoi. Et le truc, si tu veux, c'est que ça, on le dit pas aussi sur ce film-là, tu vois. Donc c'est un peu dommage. Mais le truc, c'est que c'est un film qui part sur cette logique de pureté. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être, tenté par le côté obscur, et ça s'est représenté par le symbiote. Et là, t'as Sam Raimi qui donc essaye de créer cette thématique, et t'as le studio qui essaye de lui gaver en fait Venom en lui disant que c'est un personnage populaire, il faut le mettre. En fait, on est arrivé à un stade où c'est des films qui ont tellement été des gros cartons que tout le monde avait plus ou moins son mot à dire, et pour dire c'est grâce à moi. Donc t'as Avi Arad qui disait c'est grâce à moi, Laura Ziskin, Stoney, tu vois, etc., qui avait des attentes démesurées, il fallait que le film dépasse le milliard de dollars, tu vois, il y en avait pas beaucoup à l'époque, tu vois, il y avait eu un Seigneur des Anneaux, un machin, tu vois, donc il fallait vraiment être, parce que c'est Spider-Man 3, il fallait vraiment, donc ils ont claqué un budget monstrueux, je crois que c'est de l'ordre de 300 millions en 2007, et le truc c'est que c'est un film qui a été bouffé par le symbiote du studio, quoi, clairement, c'est-à-dire que c'est un film qui a des gros problèmes de structure, qui a des gros problèmes de casting aussi, parce que comment il s'appelle le mec qui joue Venom,
Non, lui il est bien. Topher Grace. Topher Grace qui est quand même à la base un acteur de merde, je veux dire, et qui avait juste un peu le vent en poupe à l'époque. Non, mais qui avait un peu le vent en poupe à l'époque, tu vois, donc ça a été imposé, quoi. Voilà. Mais le truc, c'est que pour moi, voilà, même si c'est un film qui a des problèmes, même si c'est un film qui voilà, c'est un film qui a aussi beaucoup de mérite. C'est-à-dire que je trouve qu'il a parmi les scènes les plus belles de toute la trilogie Spider-Man. Il y en a certaines qui sont juste hallucinantes. La naissance du Sandman, malgré tout. Non, ce que je me demande du coup sur Spider-Man 3, c'est qu'on parlait de Mort ou Vif comme un tournant dans la carrière de Sam Raimi. Est-ce que Spider-Man 3 n'est pas un tournant dans l'histoire d'Hollywood, au sens où les pleins pouvoirs dont on parlait pour Sam Raimi, quand on parlait de films de super-héros à l'époque, que ce soit du côté de Guillermo del Toro ou ailleurs Christopher Nolan, à l'époque avaient la possibilité de mettre leurs pattes, et qu'on est rentré après ça dans une phase où les studios, en particulier Marvel, allaient chercher des cinéastes particulièrement verts, avec un ou deux longs métrages dans les pattes, pour avoir la main complètement, et en fait décider du sort du film, et que depuis en fait Spider-Man 3, on est dans une dynamique où en fait le mot de l'auteur, du réalisateur en tout cas, n'a plus vraiment sa place. Ce qui est absurde, parce que dans l'absolu, quand tu réfléchis, la réussite de Spider-Man, elle est clairement due à Sam Raimi, tu vois, les deux premiers, quoi. Et c'est encore une fois, mais c'est le quiproquo dont tu parlais, c'est-à-dire c'est cette guerre d'ego de dire. Chacun s'arroge le dessus. À la fois, ça a presque, la saga Spider-Man a trop bien marché, et du coup a créé la perte d'Hollywood sur la question des films de super-héros. Je pense que c'est un truc qui existe un peu partout, et après c'est le mot de la fin. Ah ouais, on parle pas de Jusqu'en Enfer. On va pas pouvoir aller jusqu'au bout, là, ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Ah ouais. On fera une spéciale sur Jusqu'en Enfer. Mais le truc, c'est que non, je pense que le problème de Sam Raimi, juste derrière ce truc-là, si tu veux, c'est que oui, à mon avis, lui, il avait besoin de se ressourcer, en tout cas, tu vois. Donc le truc, c'est que je sais pas si c'est le film qui a défini ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de films, tu vois, Ang Lee avec Hulk, ça a été un problème aussi, si tu veux. Et moi, je pense que ça a beaucoup plus à raison dans l'absolu, quoi. Mais donc je pense que c'est beaucoup de facteurs, c'est pas qu'un seul film, je pense que c'est beaucoup de facteurs qui font que à un moment donné, il a fallu le récupérer. Symbolique de ça, en tout cas. Peut-être. En tout cas, le truc, c'est que juste pour finir sur Spider-Man 3 très rapidement et un peu le lancer sur Jusqu'en Enfer, le truc avec Spider-Man 3, c'est qu'il existe une version qui est pas parfaite en fait, qui est pareil en fait, où il y a quelques scènes supplémentaires qui sont rajoutées, ils ont enlevé d'autres scènes qui étaient peut-être un peu plus problématiques. C'est la version 3 points dont tu parlais. 3 points, qui est une editor's cut en fait, qui est montée par son monteur habituel Bob Muraski. Donc je pense qu'elle a un peu l'aval de Sam Raimi quand même, mais c'est pas officiel. Voilà, et c'est intéressant à voir, même si ça change pas fondamentalement le film. Si vous détestez le film, je ne sais pas pourquoi vous détestez le film, mais si vous détestez le film, c'est que vous avez un problème. Mais en tout cas ça changera pas votre vue, quoi. Et le truc pour finir sur Jusqu'en Enfer, c'est que moi j'étais content de le voir débarquer sur un nouveau film d'horreur où il allait reprendre les pleins pouvoirs, contrôler le film, et pour le coup faire un film, ce dont Yannick disait en fait, si tu veux, où il n'y a pas de symbole. Moi si je suis pas d'accord sur un film qui a la patte de Sam Raimi, qui est clairement évident en fait. C'est un film qui est bourré de symboles. Pas mal de gens ont parlé à l'époque du fait que ça parlait d'un film, ça parlait d'une logique en fait de est-ce que c'est un film sur la crise de 2008 puisque c'est sorti en 2009 et que c'est l'histoire d'une petite nana qui travaille dans une banque et qui doit refuser un prêt à une vieille gitane et qui du coup se fait envoûter, voilà. Voilà. Est-ce que ça parlait de ça ? Moi je pense que ça parlait pas de ça. Ce que ça parlait par contre, c'est que ça parlait clairement d'un personnage en fait qui a une crise boulimique, ce qui est pas clair dans le film en fait, ce qui est dit un peu en sous-texte, quoi, et que tous les moments en fait, si tu veux, c'est une vraie logique psychologique. Est-ce qu'on est dans l'horreur ? Est-ce qu'on est vraiment dans le fantastique, ou est-ce qu'on est dans le désordre, enfin dans le profil psychologique problématique, si tu veux. Et du coup en fait, le fait de jouer avec le fantastique, avec ça, ce qui est quand même un truc qu'il a toujours fait Sam Raimi avant, et d'être clair en fait sur le fait que c'était du fantastique, voilà. La pirouette finale du film, c'est que c'est du fantastique, clairement. Mais tout le jeu du film, il y a cette espèce de logique de se demander si est-ce que c'est vraiment en fait à un moment donné, est-ce qu'elle vraiment en fait elle dégueule des abeilles qui lui sortent de bouche, ou est-ce que c'est le gâteau, ou est-ce que c'est le gâteau qui comment dire qui joue de la sémantique, mais en réalité c'est ça le vrai fantastique. Enfin, le vrai fantastique, c'est l'hésitation entre le réel et le fantasque. C'est pas quand le fantasque arrive. Mais le plan final est évident. Donc c'est un vrai film fantastique. Le plan final est évident, et en plus il donne complètement sens au film, quoi, au titre du film qui est moi je trouve génial, Drag Me to Hell, quoi, qui est encore mieux que le titre. Voilà. En enfer. Voilà. Et non pas Jusqu'en Enfer. La prochaine fois on parlera 12. La prochaine fois on fera une émission spéciale. Une spéciale gitan. Une spéciale gitan, on t'invitera, Alexandre. On prendra des bières. Voilà, notre temps est écoulé. Profitez de l'été pour revoir tous les films de Sam Raimi ou les découvrir si vous ne les avez jamais découverts.
découvert. Merci à tous les 4, merci à Jules à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Et puis on vous dit à très vite. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.